Je m'appelle Adèle, j'ai 25 ans, et il y a 2 semaines, j'ai failli mourir seule dans mon appartement pendant que toute ma famille fêtait l'anniversaire de ma sœur jumelle, une fête à laquelle je n'étais pas invitée. Quand l'ambulancier m'a demandé mes contacts d'urgence, j'ai ri. Je n'en ai aucun. Mais il m'a regardé bizarrement et a dit, « Mademoiselle, c'est votre sœur qui nous a appelés, et elle nous a raconté quelque chose de très différent. » Cette phrase a tout changé parce que ce que Hélène leur a dit n'était pas seulement différent. C'était un mensonge conçu pour s'assurer que je ne me réveillerais jamais pour raconter ma version des faits. L'appel est arrivé à 14h47 un mardi. J'étais en train de ranger des livres dans la section jeunesse de la médiathèque de Mérignac quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Mademoiselle Leroy, c'est le CHU de Bordeaux. Votre grand-mère, Éléonore Whitmore, a été amenée par ambulance. Elle a fait un accident vasculaire cérébral. Le sol a vacillé sous mes pieds. Je ne me souviens pas avoir attrapé mon manteau. Je ne me souviens pas avoir conduit ma petite Renault. Je me souviens seulement avoir couru dans ces couloirs blancs et stériles jusqu'à ce que je trouve sa chambre. Mamie avait l'air si petite dans ce lit d'hôpital. Des tuyaux partout, des moniteurs qui bipaient. Ses cheveux argentés étaient étalés sur l'oreiller comme une auréole qu'elle avait méritée après 78 ans de gentillesse. J'ai approché une chaise et j'ai pris sa main. Elle était froide. Je l'ai tenue quand même. Elle était la seule à avoir jamais tenu la mienne. Chaque dimanche depuis 6 ans, je faisais 40 minutes de route pour aller chez elle. Nous faisions des sablés au citron. Elle me racontait des histoires sur mon grand-père. Elle me demandait si je mangeais assez, si je dormais assez, si je vivais assez. Tu me fais penser à lui, disait-elle toujours. Tu aimes en silence, Adèle. Mais tu aimes profondément. Ne laisse personne te dire que c'est une faiblesse. Ma mère ne venait jamais. Trop occupée. Hélène ne venait jamais. Trop importante. Mais moi, je venais chaque semaine. Le médecin est apparu dans l'encadrement de la porte, jeune, fatigué, un dossier à la main. Elle est stable pour l'instant, a-t-il dit. Mais elle est dans le coma. Nous ne savons pas quand ni si elle se réveillera. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Y a-t-il de la famille que nous devrions contacter? Je vais les appeler. Je suis restée assise là, seule, pendant 30 minutes avant que quelqu'un d'autre n'arrive. 30 minutes à lui tenir la main, à lui chuchoter que j'étais là, qu'elle n'était pas seule. Je ne savais pas alors que c'est moi qui finirais par être seule. Le claquement des talons a annoncé ma mère avant même que je ne la voie. Véronique Leroy est entrée dans la pièce comme si elle en était la propriétaire. Sac de créateur, brushing parfait, visage arrangé dans ce qu'elle pratiquait probablement comme une mine de fille inquiète. Hélène suivait derrière elle, téléphone à la main, envoyant déjà des messages à quelqu'un. Ma sœur jumelle, même visage, même anniversaire, vie complètement différente. Mon père a suivi en dernier. Gérard Leroy, calme comme toujours. Il m'a jeté un coup d'œil, puis a détourné les yeux. Depuis combien de temps es-tu là? Maman ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Environ 30 minutes. Elle est passée devant moi jusqu'au chevet de mamie, à étudier les moniteurs comme si elle les comprenait. Est-ce que le médecin a dit quelque chose sur son pronostic? Elle est dans le coma. Ils ne savent pas quand elle se réveillera. Hélène a enfin levé les yeux de son téléphone. Ah, tu es là. Je pensais que tu serais trop malade pour venir. Les mots ont atterri comme une gifle. Prononcés avec un doux sourire, bien sûr. La spécialité d'Hélène. Je vais bien. Ah bon? Elle a penché la tête. Tu as l'air fatiguée, pâle. Tu devrais mieux prendre soin de toi. Maman a coupé court avant que je ne puisse répondre. Adèle, va nous chercher des cafés. Nous devons parler au médecin en privé. Je suis restée là un moment, attendant que papa dise quelque chose. Il ne l'a pas fait, alors je suis partie. Mais je ne suis pas allée loin. Je me suis arrêtée juste devant la porte, faisant semblant de vérifier mon téléphone. À travers l'entrebâillement, j'ai entendu la voix de maman.
Basse, urgente. Est-ce qu'elle a dit quelque chose à propos de son testament? Mon sang s'est glacé. Mamie était allongée là, mourante peut-être, et la première préoccupation de maman était l'argent. J'ai marché jusqu'au distributeur sur des jambes tremblantes. Je ne le savais pas encore, mais cette question allait tout leur coûter. Mon appartement ce soir-là semblait plus petit que d'habitude. 55 mètres carrés, une chambre, une cuisine de la taille d'un placard. Je l'avais décoré avec des trouvailles de brocante et des plantes à qui je parlais quand je me sentais seule. L'appartement haussmannien d'Hélène en plein centre-ville avait des fenêtres du sol au plafond et un concierge qui connaissait son nom. Je me suis assise sur mon canapé d'occasion en fixant mon téléphone. Le groupe de discussion familiale était actif pour la première fois depuis des mois. Maman avait écrit réunion de famille demain 10h chez moi concernant les soins de ma mère. Puis Hélène, je serai là. J'ai déjà libéré mon emploi du temps. Personne n'a demandé si l'heure me convenait. Personne ne le faisait jamais. J'ai fait défiler les vieux messages. Des mois de silence, puis des photos occasionnelles des réussites d'Hélène, sa promotion, son petit ami, ses week-ends. Je n'étais sur aucune d'entre elles. J'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet, celui avec les choses importantes, mon passeport, mon acte de naissance, et une lettre. L'enveloppe était jaunie, l'écriture tremblante. Mamie me l'avait donnée il y a 3 ans lors d'une de nos visites du dimanche. Garde ça précieusement, avait-elle dit. Un jour, quand je serai partie, un homme nommé Maître Benoît te trouvera. C'est mon notaire. Il t'expliquera tout. J'avais demandé ce qu'elle voulait dire. Elle avait juste souri et changé de sujet. Je n'avais jamais insisté. Peut-être que j'aurais dû. J'ai relu la lettre maintenant, cherchant des indices. Ma très chère Adèle, si tu lis ceci, les choses sont probablement devenues compliquées. Je veux que tu saches que je te vois. Je t'ai toujours vu et j'ai fait en sorte que l'on s'occupe de toi, quoi que ta mère tente de faire. Fais confiance à Maître Benoît. Il connaît la vérité. Tout mon amour, mamie. Je l'ai plié soigneusement et je l'ai remise en place. Qui était Maître Benoît? Et quelle vérité mamie cachait-elle? Je suis arrivée chez maman à 10h pile. Le salon était déjà organisé comme une salle d'audience. Maman dans le fauteuil, son trône. Hélène sur la causeuse, jambes croisées, café à la main. Papa dans le coin, invisible comme toujours. J'ai pris le seul siège vide. Une chaise de salle à manger en bois que quelqu'un avait traînée là. Inconfortable. Probablement intentionnel. Maintenant que nous sommes tous là, a commencé maman. Nous devons discuter des soins de ma mère. L'hôpital demande qui sera la personne de confiance. Je peux le faire, ai-je dit. Je lui rends visite chaque semaine. Je connais ses médecins, ses médicaments, Ce ne sera pas nécessaire. Le sourire de maman n'atteignait pas ses yeux. Nous avons décidé qu'Hélène serait sa personne de confiance. Elle est plus stable. Hélène a hoché la tête comme si c'était évident. J'ai un emploi du temps flexible. Et honnêtement, Adèle, tu peux à peine prendre soin de toi avec tes allergies. Mes allergies n'ont rien à voir avec. Rappelle-toi le dernier Noël. La voix d'Hélène dégoulinait d'une fausse inquiétude. Tu as fait une réaction et tu as gâché le dîner. Tout le monde a dû partir plus tôt. J'ai mangé quelque chose dont je ne savais pas qu'il contenait des fruits à coque. Ce n'est pas le. L'important est, a coupé maman. Nous avons besoin de quelqu'un de fiable. C'est décidé. J'ai regardé papa. Il étudiait ses chaussures. Très bien. Le mot avait un goût de cendre. Bien. Maman s'est levée, séance levée. Oh, et la fête d'anniversaire d'Hélène est samedi prochain. Nous faisons quelque chose de petit. Juste la famille. J'ai attendu. Rien. Hélène a croisé mon regard et a souri avec mépris. Juste un peu. Juste assez. Et mon anniversaire? Ai-je demandé. C'est le même jour. Maman a fait un geste de la main. Tu n'aimes jamais les fêtes de toute façon.
Toute cette nourriture que tu ne peux pas manger. C'est plus simple comme ça. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence. 25 ans à être celle à qui on pense après coup. 25 ans à être la compliquée. J'étais fatiguée. Si fatiguée. Mais je ne savais pas encore que la fatigue était le moindre de mes problèmes. Le paquet est arrivé vendredi soir. J'étais en train de préparer le dîner. Poulet grillé nature, légumes à la vapeur, rien qui puisse déclencher une réaction, quand on a sonné à la porte. Il n'y avait personne, juste une boîte rose sur mon paillasson noué avec un ruban argenté. Je l'ai rentrée, confuse. J'ai vérifié la carte. Joyeux 25 ans, Sœurette. Désolée d'avoir été distante ces derniers temps. Voici quelque chose de sucré pour toi. Profite bien de ta journée demain, Hélène. Mon premier réflexe a été de la jeter, mais j'ai quand même ouvert la boîte. Des financiers, 6, magnifiquement décorés avec un glaçage à la vanille et des fleurs comestibles. Ils avaient l'air chers, professionnels. L'étiquette disait pâtisserie sans souci, l'endroit sans fruits à coque que j'avais mentionné aimé il y a des années, la seule pâtisserie en qui j'avais confiance. Je les ai fixés pendant longtemps. Une partie de moi, la partie logique, criait que c'était suspect. Hélène ne s'était jamais excusée pour rien. Pourquoi commencer maintenant? Mais une autre partie, celle qui se souvenait de nos enfants avant que tout ne tourne mal. Cette partie chuchotait, et si elle essayait? Et si l'affront de la fête était l'idée de maman et qu'Hélène se sentait coupable? Je détestais cette partie de moi. La partie qui voulait encore que ma sœur m'aime. J'ai posé la boîte sur le comptoir, décidant d'attendre le lendemain. Peut-être que je les jetterais le matin. Mais au matin, la solitude a gagné. Si je ne pouvais pas fêter ça avec ma famille, au moins j'aurais des gâteaux. J'ai posé la boîte sur mon comptoir de cuisine et je suis retournée à mon dîner ennuyeux et sûr. Mais quelque chose me travaillait. J'ai repris la carte, j'ai regardé l'écriture. L'écriture d'Hélène était toujours tranchante, assurée, comme elle. Celle-ci était tremblante, presque nerveuse. Elle l'a probablement écrite à la hâte, me suis-je dit. J'ai pris une photo des gâteaux, j'ai failli la poster sur Instagram. Quelque chose m'a arrêté. Cette nuit-là, j'ai rêvé de mamie. Elle essayait de me dire quelque chose, mais je ne pouvais pas l'entendre. Elle n'arrêtait pas de pointer ma cuisine, la boîte rose, mais aucun son ne sortait. Je me suis réveillée à 3 heures du matin, le cœur battant. J'aurais dû l'écouter. 14 novembre, mon 25e anniversaire. Je me suis réveillée dans le silence. Aucun appel, aucun message, aucun joyeux anniversaire Adèle de la part de qui que ce soit. J'ai vérifié mon téléphone 3 fois avant d'accepter la vérité. Ils avaient oublié. Ou pire, ils n'avaient pas oublié. Ils s'en fichaient tout simplement. À midi, j'ai abandonné l'attente. J'ai ouvert Instagram à la place. Erreur. La story d'Hélène était déjà en ligne. Des dizaines de diapos, une immense tente de jardin décorée de guirlandes lumineuses, un gâteau à 3 étages avec joyeux 25 ans Hélène en lettres d'or. Facilement 200 invités, robe de créateur, photographe professionnel. Le poste de maman est venu ensuite. Si fière de ma magnifique fille, Hélène. 25 ans de pur bonheur. Maman fière reine de la journée. J'ai fait défiler chaque photo. Je n'étais sur aucune d'entre elles, même pas mentionnée. La légende disait, entourée de tout ce que j'aime. Et moi, sa sœur jumelle, née 7 minutes après elle, je n'étais pas là. Je suis restée assise sur le sol de ma cuisine pendant un moment, respirant simplement, essayant de ne pas pleurer. Puis j'ai vu la boîte rose, les financiers. J'en ai sorti un, j'ai planté une seule bougie dedans, je l'ai allumée d'une main tremblante. Joyeux anniversaire à moi, ai-je chuchoté. La flamme a vacillé. Je l'ai soufflé. Personne n'a applaudi. Personne n'a chanté. Personne ne savait. J'ai retiré le papier, j'ai pris une bouchée. Vanille, sucré, un soupçon de quelque chose de noisette en dessous. J'ai arrêté de mâcher. Noisette? J'ai regardé le gâteau.
Vraiment regardez. Le glaçage était légèrement granuleux. La texture n'était pas la bonne. Ma gorge a commencé à me démanger. Non, 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 non. J'ai recraché ce que j'ai pu, mais c'était trop tard. L'oppression familière se propageait déjà. Mes lèvres picotaient. Ma langue gonflait. De la poudre d'amande. Les financiers étaient faits avec de la poudre d'amande. 10 minutes plus tard, je ne pouvais plus respirer. J'ai rampé jusqu'à mon sac. Mon stylo d'adrénaline. J'avais besoin de mon stylo. Mes mains ont fouillé le sac. Portefeuille, clé, baume à lèvres, vieux reçu, étui vide. J'avais encore oublié de renouveler mon ordonnance. La pièce tournait maintenant, mes voies respiratoires se fermaient comme un poing. Chaque inspiration était une bataille que j'étais en train de perdre. Le téléphone. Où était mon téléphone? Je l'ai trouvé sur le comptoir. Je l'ai fait tomber par terre. Je l'ai attrapé. 3 chiffres. C'est tout ce que j'avais à composer. Le 15. Quelle est votre urgence? Réaction allergique? Ma voix n'était qu'un râle. Anaphylaxie. Je ne peux plus respirer. Les secours arrivent, mademoiselle. Pouvez-vous me donner votre adresse? J'ai étouffé le nom de ma rue. Mon numéro d'appartement. Restez en ligne. Y a-t-il quelqu'un avec vous? Non. Le mot est à peine sorti. Je suis seule. Des contacts d'urgence? Quelqu'un que nous devrions appeler? J'ai ri. C'est sorti comme un sifflement. Je n'en ai aucun. Un silence. Puis la voix de l'opératrice a changé, confuse. Mademoiselle, nous avons en fait déjà reçu un appel à votre sujet juste 2 minutes avant le vôtre de la part d'une Hélène Leroy. La pièce a basculé. Quoi? Elle a dit que vous aviez l'habitude d'exagérer vos réactions allergiques, que vous faisiez ça pour attirer l'attention. Elle nous a dit de ne pas vous prendre trop au sérieux. Je ne pouvais pas assimiler ça, je ne pouvais plus réfléchir. Hélène avait appelé les secours avant moi pour leur dire que je simulais. Comment savait-elle que j'aurais une réaction ce soir? Comment le savait-elle? La question a résonné dans mon esprit qui s'obscurcissait alors que je m'effondrais sur le sol de la cuisine. Le gâteau gisait à côté de moi, à moitié mangé, d'apparence innocente. La dernière chose que j'ai entendue avant de perdre connaissance, c'était les sirènes. Ils arrivaient. Mais Hélène avait essayé de faire en sorte qu'ils ne se pressent pas. Ma propre sœur avait essayé de me laisser mourir. Je me suis réveillée dans l'ambulance. Lumière fluorescente, masque à oxygène, une vive piqûre dans la cuisse là où quelqu'un m'avait injecté de l'adrénaline. Elle revient à elle. Le visage d'un homme est apparu. Des yeux marrons, doux mais sérieux. Badge nominatif. Damien, ambulancier. Vous nous avez fait peur. J'ai essayé de parler. Le masque étouffait tout. Doucement, a-t-il dit. Vous êtes stable maintenant. Nous sommes presque à l'hôpital. J'ai hoché la tête, fermé les yeux, mais Damien n'avait pas fini. Mademoiselle Leroy, je dois vous demander quelque chose. Sa voix est descendue d'un ton. Votre sœur Hélène a appelé le 15 environ 15 minutes avant vous. Mes yeux se sont écarquillés. Elle a dit que vous aviez l'habitude de simuler des réactions allergiques pour attirer l'attention. Elle a dit que nous ne devions pas vous prendre trop au sérieux. Que vous étiez dramatique. J'ai abaissé le masque. Ce n'est pas vrai. Je sais. Il a brandi un dossier médical. Vos constantes ne mentent pas, oxygène à 82% quand nous vous avons trouvé. Gorge presque fermée. Vous étiez vraiment en train de mourir. Je l'ai fixé. Je fais ce métier depuis 8 ans, a continué Damien. Je sais quand quelqu'un simule et je sais quand quelqu'un essaie de cacher quelque chose. Il est resté silencieux un moment. Puis il a ajouté, ma jeune sœur a vécu une situation similaire. Des circonstances différentes, mais des membres de la famille qui essayaient de lui faire du mal et de la faire passer pour folle. Elle n'a pas survécu. Je ne savais pas quoi dire. Je n'ai pas pu l'aider à temps, a-t-il dit.
Mais peut-être que je peux vous aider vous, si vous le voulez. Cacher quoi? Il n'a pas répondu directement, m'étudiant simplement avec ses yeux attentifs. Comment votre sœur savait-elle que vous feriez une réaction ce soir? Lui avez-vous dit que vous mangiez quelque chose? J'ai secoué la tête lentement. Elle m'a envoyé des gâteaux, ai-je chuchoté. Pour mon anniversaire. L'expression de Damien a changé. Quelque chose de sombre a traversé son regard. Je vais vous poser une question et j'ai besoin que vous réfléchissiez bien. Est-ce que votre sœur connaissait votre allergie aux amandes? Je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Elle le sait depuis que nous avons 7 ans. Damien n'a rien dit, mais son silence disait tout. La chambre d'hôpital était calme. Trop calme. Le genre de silence qui presse contre vos oreilles et vous rappelle à quel point vous êtes vraiment seul. J'étais ici depuis 6 heures. Pas de visite, pas d'appel. Ma famille était probablement encore à la fête d'Hélène, portant un toast à sa santé, sa réussite, son tout. Pendant ce temps, j'avais failli mourir sur le sol de ma cuisine. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Comme j'avais failli ignorer l'appel de l'hôpital pour mamie. Quelque chose m'a dit de répondre cette fois. Mademoiselle Adèle Leroy? Une voix d'homme. Professionnelle. Mesurée. Oui. Je m'appelle Richard Benoît. Je suis le notaire de votre grand-mère. Je me suis redressé trop vite, grimaçant à cause de la perfusion qui tirait sur mon bras. Maître Benoît de la lettre de mamie. Un silence. Elle vous a parlé de moi. Elle m'a donné une lettre il y a 3 ans. Elle a dit que vous me trouveriez le moment venu. Le moment est venu. Sa voix était douce mais urgente. J'ai appris votre hospitalisation par un contact au CHU. Votre grand-mère est là aussi. Je comprends. Mademoiselle Leroy, nous devons parler ce soir si possible. Je ne suis pas vraiment en position d'aller n'importe où. Je viendrai à vous. J'ai quelque chose, un document que votre grand-mère a préparé avant son AVC. Elle m'a demandé de vous le remettre personnellement s'il lui arrivait quelque chose. Il a marqué une pause. Ou s'il vous arrivait quelque chose à vous. Mon cœur a martelé ma poitrine. Quel genre de document? Je préférerais vous expliquer en personne. Puis-je passer demain matin? J'ai accepté. Que pouvais-je faire d'autre? Après avoir raccroché, j'ai sorti la lettre de mamie de mon sac. Je la gardais toujours avec moi. Je l'ai relue. Fais confiance à Maître Benoît, il connaît la vérité. Demain, j'allais enfin découvrir quelle était cette vérité. Mais cette nuit-là, je suis restée éveillée à fixer le plafond, me demandant comment ma propre sœur avait pu faire ça, et plus terrifiant encore, ce qu'elle pourrait faire ensuite. Hélène est arrivée à 9 heures le lendemain matin. Elle est entrée dans ma chambre avec un bouquet de lys blanc. Ironique puisque ce sont des fleurs de deuil, et des larmes coulaient déjà sur son visage. Oh mon Dieu, Adèle. Elle s'est précipitée à mon chevet, attrapant ma main. J'étais si inquiète quand j'ai appris que tu avais fait une autre réaction, j'ai appelé le 15 immédiatement. Derrière elles sont arrivés maman, papa et 2 tantes que je reconnaissais à peine. La performance avait commencé. Nous avons eu si peur, a dit maman, s'essuyant les yeux qui n'étaient pas mouillés. Dieu merci, Hélène a eu le réflexe d'appeler. Tante Patricia, la sœur de maman, a tapoté l'épaule d'Hélène. Tu es une si bonne sœur, toujours à veiller sur elle. Je les regardais, tous autant qu'ils étaient. Les visages inquiets, les inclinaisons de tête compatissantes. Aucun d'entre eux ne m'avait envoyé de message pour mon anniversaire. Elle a toujours été dramatique avec ses allergies, a dit maman à l'infirmière qui venait vérifier mes constantes. Depuis qu'elle est enfant. C'est une condition médicale, a dit l'infirmière d'un ton sec. Elle a failli mourir. Maman a fait un geste de la main. Oui, enfin, elle va bien maintenant. Hélène a serré ma main. Nous avons essayé de t'inclure à la fête, Adèle. J'ai dit à maman que tu devrais venir. Mais tu as dit que tu te sentais trop mal. Tu te souviens? Je n'avais rien dit parce que personne ne m'avait invité.
Tante Patricia s'est penchée vers moi. Ma chérie, tu dois mieux prendre soin de toi. Tu ne peux pas continuer à faire peur à la famille comme ça. J'avais envie de hurler, de jeter les fleurs au visage d'Hélène, de demander pourquoi elle avait appelé les secours pour dire que je simulais avant même que je sache que j'avais besoin d'aide, mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. À la place, j'ai dit, merci à tous d'être venus. Et j'ai vu le sourire d'Hélène vaciller juste une seconde. Quand elle a réalisé que je n'allais pas rentrer dans son jeu, ils sont partis après 1 heure. Devoir accompli, conscience tranquille. J'ai attendu que le couloir soit vide. Puis j'ai envoyé un message à Damien. Il m'avait donné son numéro avant que je sois admise. Il avait dit de le contacter si je me souvenais de quelque chose d'important. Je me souvenais de quelque chose, en effet. Il est arrivé pendant sa pause déjeuner, toujours en uniforme. « Vous avez meilleure mine », a-t-il dit en approchant une chaise. « Je dois vous montrer quelque chose. » Je lui ai tendu mon téléphone, la photo que j'avais prise des gâteaux avant de les manger. « Pâtisserie sans souci », a-t-il lu sur l'étiquette. « C'est un bon endroit. Ma sœur commande là-bas. » Est-ce qu'ils utilisent de la poudre d'amande? Non, c'est leur spécialité. C'est une pâtisserie garantie sans aucun fruit à coque. Ma nièce a des allergies. C'est pour ça que nous y allons. Mon estomac s'est noué. Alors ces gâteaux ne venaient pas de la pâtisserie sans souci. L'expression de Damien s'est durcie. Il a sorti son propre téléphone, a passé un appel. Et, Martinez. J'ai besoin d'un service. Peux-tu vérifier s'il y a toujours une boîte de gâteaux dans les pièces à conviction de l'appel d'hier soir? L'appartement des Leroy. Un silence. Il a hoché la tête. Apporte-la au CHU et regarde l'étiquette attentivement. 20 minutes plus tard, Martinez est arrivé avec un sac de scellés. À l'intérieur se trouvait la boîte rose. Damien a pointé le coin de l'étiquette. Tu vois ça? Les bords se décollent. Il y a une autre étiquette en dessous. Il a mis des gants, a soulevé délicatement l'autocollant du dessus. En dessous, pâtisserie du délice de l'amande, spécialité à la poudre d'amande. Quelqu'un a acheté ça dans une pâtisserie spécialisée dans les produits à l'amande, a dit Damien lentement. Puis a mis une fausse étiquette par-dessus. Une étiquette d'une pâtisserie sans allergène. Pour que je ne vérifie pas, pour que je ne soupçonne rien. Quelqu'un voulait que je mange ces gâteaux. Quelqu'un qui savait exactement ce qui se passerait, et ce quelqu'un avait signé la carte du nom de ma sœur. J'avais besoin de preuves. De vraies preuves. Damien avait un ami, Marc, qui travaillait dans la cybersécurité, le genre de gars qui récupère des fichiers effacés. Il y a peut-être quelque chose, ai-je dit à Marc au téléphone. Quand nous étions adolescentes, maman a configuré un compte iCloud familial pour nous surveiller. J'ai été déconnectée quand j'ai déménagé, mais je me souviens encore du mot de passe. Maman ne change jamais rien. Ce n'est pas suffisant pour une preuve au tribunal, a dit Marc. Il faudrait qu'il remette les données volontairement ou obtenir un mandat. Et si j'ai toujours accès? Et si je n'ai jamais été techniquement supprimé, juste oublié? Un silence. Si tu peux te connecter avec tes propres identifiants et que les données partagées sont toujours là, ce sont aussi tes données. C'est une zone grise juridiquement, mais c'est admissible si nous documentons proprement la procédure. J'ai essayé l'ancien mot de passe. Ça a fonctionné. L'arrogance de maman s'était enfin retournée contre elle. Marc a dit qu'il allait regarder ça. Pas de promesse. 3 jours ont passé. Je suis sortie de l'hôpital, mais je ne suis pas rentrée chez moi. Je ne pouvais pas. Pas dans cet appartement avec ses souvenirs de gâteaux et de mort imminente. À la place, je suis restée dans un motel au bord de la rocade, j'ai payé en liquide, je n'ai rien dit à personne. Le 4e jour, Marc a appelé, tu dois voir ça. Je suis allée à son bureau. Il a tourné son ordinateur vers moi. Des messages, des centaines, entre Hélène et maman. J'ai commencé à 1 semaine avant mon anniversaire. Hélène, les gâteaux sont prêts. Je me suis assurée qu'ils utilisaient de la poudre d'amande. Maman. Bien. Si elle les mange,
elle fera une réaction. Elle ne renouvelle jamais son stylo d'adrénaline à temps. Mes mains sont devenues engourdies. Hélène. Et si elle appelle le 15, j'appellerai d'abord. Je leur dirai qu'elle est dramatique. Ils ne se presseront pas, maman. Malin. Le testament de ta grand-mère. Ça ne peut pas lui revenir si elle est incapable ou morte. Je ne pouvais plus respirer. Marc m'observait attentivement. Il y a plus. Horodatage, métadonnées. Tout concorde. Ce n'est pas fabriqué. J'ai fait défiler plus loin. Maman, une fois que ma mère sera partie, nous contesterons tout testament qui nomme Adèle avec ses antécédents psychiatriques. Hélène, quels antécédents psychiatriques? Maman, ceux que nous allons créer, instables, autodestructrices, simulant des maladies. Qui la croirait plutôt que nous? J'ai continué à faire défiler. J'ai trouvé encore plus. Hélène. Comment saurai-je quand elle les mangera? Maman, j'ai fait installer une caméra dans le couloir de son immeuble le mois dernier. Sous couvert de maintenance. Nous verrons quand elle rentrera la boîte et quand ses lumières s'éteindront. Hélène. Et là j'appelle le 15. Maman, attends 20 minutes après l'extinction des feux. Elle aura déjà mangé. Appelle avant elle. Plante l'idée qu'elle est dramatique. Elle m'avait surveillée. Ma propre mère avait installé une caméra pour me regarder mourir. Un autre message a attiré mon attention. Hélène, est-ce que je dois signer la carte? Maman, bien sûr. Si elle survit, tu es la sœur aimante qui a envoyé des douceurs pour l'anniversaire. Si elle ne survit pas, tu es la jumelle en deuil qui a essayé de renouer avant qu'il ne soit trop tard. Dans les deux cas, tu gagnes. Hélène. Génie. J'ai fermé l'ordinateur. Elles avaient calculé ma mort comme un simple budget prévisionnel. Le bureau de Maître Benoît ne ressemblait en rien à ce que j'imaginais. Pas d'acajou, pas de fauteuil en cuir, juste un espace modeste au-dessus d'une librairie, encombré de dossiers et sentant légèrement le café. Il avait la soixantaine, des cheveux argentés, des yeux bienveillants, une poignée de main qui ressemblait à une promesse. Votre grand-mère m'a souvent parlé de vous, a-t-il dit en m'invitant à m'asseoir. Elle était si fière de vous. J'ai failli craquer à ce moment-là. Il a fait glisser une enveloppe Kraft sur le bureau, épaisse, officielle. Mon nom écrit de l'écriture tremblante de mamie. Elle a préparé ceci il y a 2 ans, a-t-il expliqué. Après le déjeuner de Noël 2023, elle m'a appelé le lendemain matin, insistant pour que je vienne immédiatement. Que s'est-il passé à ce Noël? Maître Benoît a hésité. Elle a surpris quelque chose. Une conversation entre votre mère et votre sœur. Cela l'a profondément troublée. J'ai ouvert l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, un document juridique, dernier testament de Eleanor Grace Whitmore. J'ai parcouru les pages. Langage juridique, clause formelle, et puis, je lègue par la présente ma résidence principale située au 47 rue des Érables, évaluée à environ 1,2 million d'euros, à ma petite-fille, Adèle-Anne Leroy. Je lègue en outre mon compte d'épargne contenant environ 300 000 euros à Adèle-Anne Leroy. J'ai levé les yeux. Ce n'est pas possible. C'est tout à fait exact. La voix de Maître Benoît était ferme. Votre grand-mère a changé son testament après ce Noël. Elle m'a dit avoir entendu votre mère dire, une fois qu'elle sera partie, nous ferons en sorte qu'Adèle n'ait pas un centime. Elle est faible. Elle ne se battra pas. Ma vision s'est troublée par les larmes. Il y avait une lettre glissée derrière le testament. J'ai reconnu l'écriture de mamie. Ma très chère Adèle, je suis désolée de n'avoir pas pu te protéger davantage. Mais ceci est ma façon de m'assurer que tu as un avenir. Quoi qu'elle fasse, tu es aimée. Ne l'oublie jamais. Elle savait. Elle avait toujours su. Maître Benoît a rempli son café, m'en a proposé. Je ne pouvais pas tenir une tasse sans trembler. Nous pouvons régler cela discrètement, a-t-il dit. Déposer le testament, transférer les biens, laisser le système juridique suivre son cours. Vous n'aurez plus jamais besoin de les voir. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi.
L'option silencieuse, l'option sûre. Partir avec la maison et l'argent de mamie et prétendre que ma mère et ma sœur n'avaient pas essayé de me tuer. Mais ensuite? Elles auraient toujours leur version de l'histoire. La pauvre Adèle dramatique, exagérant toujours tout. Elle le raconterait aux tantes, aux oncles, aux cousins. Elle façonnerait l'histoire jusqu'à ce que je sois la méchante, et pire encore, elle n'aurait jamais à répondre de leurs actes. Non, ai-je dit. Maître Benoît a levé un sourcil. Elles doivent répondre de ce qu'elles ont fait, pas seulement devant moi, mais devant tous ceux à qui elles ont menti. Il m'a étudié pendant un long moment, puis a hoché la tête lentement. Qu'avez-vous en tête? Une réunion de famille à l'hôpital. Dans la chambre de mamie. Elle est toujours dans le coma? Pas exactement. J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré le message du neurologue de mamie reçu ce matin-là. Le docteur Patel dit que son activité cérébrale a augmenté de manière significative ces 3 derniers jours. Elle réagit aux voix, serre les mains quand on le lui demande. Il pense qu'elle est dans ce qu'ils appellent un état de conscience minimale, consciente mais incapable de répondre pleinement. C'est un progrès remarquable, a-t-il dit. Une forte stimulation émotionnelle aide parfois les patients à émerger. Les rassemblements familiaux, les voix familières. J'ai croisé son regard. Je veux qu'elle entende la vérité, même si elle ne peut pas répondre. Et s'il y a la moindre chance qu'elle se réveille pendant ce moment, je veux qu'elle voie qui est sa vraie famille. Je me suis penchée en avant. Je veux que tout le monde en soit témoin. Maître Benoît a pesé la chose. Cela devra être géré avec soin, juridiquement, médicalement. Pouvez-vous organiser cela? Je le peux. Ce soir-là, j'ai appelé Hélène. Il y a une réunion de famille à l'hôpital demain, ai-je dit. Maître Benoît sera là. C'est à propos du testament de mamie. Silence au bout du fil. Une seconde, 2, puis très bien. Je serai là. Elle a essayé de paraître désinvolte, mais j'ai entendu le tremblement dans sa voix. Elle ne savait pas ce que j'avais. Elle ne savait pas ce qui allait arriver. Tant mieux. La chambre d'hôpital de mamie n'avait jamais semblé aussi petite. 12 personnes entassées à l'intérieur. 3 tantes, 2 oncles, 5 cousins. Papa dans le coin, silencieux comme toujours. Et au centre, maman et Hélène habillées en noir comme si elles étaient déjà à un enterrement. Mamie restait immobile dans son lit. Les moniteurs bipaient leur rythme régulier, mais plus vite qu'avant. Je l'ai remarqué. L'infirmière m'avait dit que ses constantes étaient élevées toute la matinée, comme si elle savait que quelque chose se passait. Quand je suis entrée et que j'ai dit « Je suis là, mamie ». Sa main a tressailli juste un peu, mais je l'ai vue. Elle se battait pour revenir vers nous. J'ai pris ma place près de la fenêtre, invisible comme d'habitude. Cela m'allait. Je ne serais plus invisible pour longtemps. Maître Benoît se tenait au pied du lit de mamie, sa sacoche en cuir à ses côtés. Maman a parlé la première. Merci à tous d'être venus. Comme vous le savez, l'état de ma mère est critique. Hélène, en tant que personne de confiance, prendra les décisions concernant ses soins à l'avenir. Hélène a hoché la tête gravement. L'image parfaite de la petite fille responsable. Nous devrions aussi discuter de sa succession, a continué maman. Pour assurer une transition en douceur le moment venu. L'oncle Robert, le frère de maman, a bougé inconfortablement. Véronique, Éléonore n'est pas encore partie. Je le sais. Je suis simplement pragmatique. Maître Benoît s'est raclé la gorge. En fait, a-t-il dit, c'est moi qui ai convoqué cette réunion. La pièce est devenue silencieuse. Je suis le notaire d'Éléonore. J'ai géré ses affaires juridiques pendant 23 ans. Il a sorti une épaisse enveloppe de sa sacoche. Et il y a eu un développement qui change tout. Le calme de maman s'est fissuré. Juste une petite fêlure. Quel développement? Votre mère a laissé des instructions spécifiques. Un testament préparé il y a 2 ans avec des conditions explicites sur la manière dont il doit être lu. La voix d'Hélène était trop aiguë. Nous sommes au courant du testament de mamie. Hélène et moi sommes les héritières principales.
Vous êtes au courant d'un testament, a corrigé maître Benoît. Mais pas de celui-ci. La pièce est devenue silencieuse. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus invisible. Tout le monde regardait l'enveloppe entre ses mains. Maître Benoît a ouvert l'enveloppe lentement, délibérément. Moi, Éléonore Grace Whitmore, saine d'esprit, révoque par la présente tous les testaments et codicilles antérieurs. Le visage de maman est devenu livide. Il a continué, je lègue ma résidence principale au 47 rue des Érables à ma petite-fille, Adèle-Anne Leroy. Je lègue mon compte d'épargne à Adèle-Anne Leroy. Hélène s'est levée d'un bond. C'est impossible, monsieur le notaire. S'il vous plaît, rasseyez-vous. C'est une fraude. La voix d'Hélène a déraillé. Adèle l'a manipulée. Mamie ne ferait jamais ça. Le testament a été signé et notarié il y a 2 ans. Le ton de maître Benoît n'a pas faibli. Il a été authentifié par 2 experts indépendants. Il est juridiquement contraignant. J'ai jeté un coup d'œil à papa. Il fixait le testament, le visage pâle. Tu savais, a-t-il chuchoté. Pas à moi, à maman. Tu m'as dit qu'Éléonore avait changé son testament pour inclure Hélène à parts égales. Tu as menti. Les yeux de maman ont jeté des éclairs. Gérard, pas maintenant. Toutes ces années, tous ces mensonges. Sa voix a craqué. Quoi d'autre est-ce que j'ignore? Maman a retrouvé sa voix. Ma mère était clairement confuse. Elle avait des moments de démence. Elle a subi une évaluation cognitive 1 mois avant la signature. Les résultats sont joints. Son esprit était parfaitement sain. Tante Patricia a regardé maman puis moi. Véronique, étais-tu au courant de ça? Bien sûr que non. C'est évidemment une sorte d'erreur. Le cousin James a pris la parole. Attendez, pourquoi mamie laisserait-elle tout à Adèle? Je pensais que Véronique et Hélène géraient ses affaires. Une excellente question, maître Benoît a sorti un second document. Votre grand-mère a inclus une lettre expliquant sa décision. Elle a demandé qu'elle soit lue à haute voix devant la famille. Non. La voix de maman était tranchante. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai bien peur que si. Maître Benoît m'a regardé. Mademoiselle Leroy, votre grand-mère voulait que vous décidiez. Tous les regards dans la pièce se sont tournés vers moi. Je me tenais près de la fenêtre, les mains stables pour la première fois depuis des jours. Lisez-la, ai-je dit. Hélène a regardé maman. Quelque chose est passé entre elles. Panique, désespoir, culpabilité. Les 3, peut-être. Le sang-froid de maman a complètement disparu. Maître Benoît, je dois vraiment insister. La lettre, s'il vous plaît, ai-je répété. Et la pièce est tombée dans le silence. Maître Benoît a déplié la lettre de mamie. Le papier tremblait légèrement entre ses mains. Noël 2023. Il a commencé à lire. J'ai surpris ma fille Véronique dire à Hélène, une fois que je serai partie, nous ferons en sorte qu'Adèle n'ait pas un centime. Elle est faible. Elle ne se battra pas. Des exclamations ont parcouru la pièce, il a continué. Ce jour-là, j'ai su que je devais protéger mon Adèle. Elle est la seule qui me rend visite parce qu'elle m'aime, pas parce qu'elle veut quelque chose. Maman secouait la tête. Ma mère était confuse. Elle a mal entendu. Je ne suis pas confuse. La voix de maître Benoît s'est raffermie, canalisant les mots de mamie. Véronique a passé 30 ans à en vouloir à Adèle parce qu'Adèle me rappelle mon mari bien-aimé. Hélène a passé sa vie à apprendre la cruauté de sa mère. J'ai regardé. Je suis restée silencieuse. J'ai été une lâche. Des larmes ont coulé sur mon visage, mais je ne serai plus silencieuse. Adèle mérite mieux que la famille dans laquelle elle est née. Alors, je lui donne une chance d'avoir une vraie vie. Je prie pour qu'elle en fasse bon usage. Maître Benoît a abaissé la lettre. L'oncle Robert s'est tourné vers maman. Véronique, est-ce que c'est vrai? Bien sûr que non. Ma mère était sénile. Elle n'était pas sénile. Je me suis avancée et elle n'avait pas tort. Tous les yeux étaient sur moi maintenant.
Vous voulez savoir pourquoi mamie vous a déshérité? Parce qu'elle savait de quoi vous étiez capable. J'ai sorti mon téléphone. Et il y a 2 semaines, je l'ai découvert aussi. Le visage d'Hélène est devenu blanc. Qu'est-ce que c'est? Des SMS entre toi et maman, planifiant de m'envoyer des financiers faits avec de la poudre d'amande, planifiant d'appeler le 15 avant moi pour leur dire que je simulais. C'est faux. Hélène a hurlé. Ils ont été authentifiés par un expert en cybersécurité. Horodatage, métadonnées, tout. La main de tante Patricia s'est portée à sa bouche. Tu as essayé de tuer ta propre sœur? La pièce a explosé. J'ai lu les messages à haute voix, chaque mot. Les gâteaux sont prêts. Je me suis assurée qu'ils utilisaient de la poudre d'amande. Si elle les mange, elle fera une réaction. Elle ne renouvelle jamais son stylo d'adrénaline à temps. Et si elle appelle le 15, j'appellerai d'abord. Dis-leur qu'elle est dramatique. Ils ne se presseront pas. C'était le chaos. Les cousins chuchotaient, les tantes pleuraient. L'oncle Robert avait la main sur la bouche comme s'il allait être malade. Hélène a essayé une dernière fois. Ces messages sont faux. Elle les a édités. Je suis restée calme. Les messages sont sauvegardés sur l'iCloud familial. Maître Benoît les a vérifiés avec un expert certifié. Les horodatages correspondent. Les métadonnées sont intactes. La procédure de saisie est documentée. Elle ment. Je ne vous demande pas de me croire. J'ai regardé chaque visage choqué dans la pièce. Je vous demande de croire les preuves. Maman n'avait pas bougé, n'avait pas parlé depuis que les messages avaient été lus. Ses cheveux parfaitement coiffés semblaient déplacés maintenant, indécents face à ce qu'elle avait fait. Tante Patricia a marché vers moi. Elle a pris mes mains dans les siennes. Adèle, a-t-elle chuchoté. Je suis tellement désolée. Je les ai crus pendant des années. J'ai cru tout ce qu'elle disait sur toi. J'ai hoché la tête. Incapable de parler. L'oncle Robert a traversé la pièce pour se tenir à mes côtés. Je t'ai défendu pendant 20 ans, Véronique. J'ai dit à tout le monde qu'Adèle exagérait. Je t'ai cru. Maman a enfin levé les yeux. Robert, s'il te plaît. Assez. Sa voix s'est brisée. J'en ai fini. Hélène pleurait encore, mais les larmes étaient différentes maintenant. Pas de chagrin, pas de remords, de la peur. Elle a attrapé le bras de maman. Nous devrions partir. Elles se sont dirigées vers la porte et là, une voix. Faible, à peine audible, mais reconnaissable entre mille. Véronique. Tout le monde s'est figé. Les yeux de mamie étaient ouverts. La pièce est devenue totalement immobile. Les moniteurs de mamie ont bipé plus vite. Une infirmière s'est précipitée, a vérifié ses constantes, puis a reculé de surprise. Elle est réveillée, a soufflé l'infirmière. Elle est vraiment réveillée. Les yeux de mamie ont bougé lentement dans la pièce, se sont posés sur maman, et y sont restés. Maman. La voix de Véronique s'est brisée. Maman, tu es réveillée. Laisse-moi t'expliquer. J'ai entendu. La voix de mamie n'était qu'un murmure. Mais dans cette pièce silencieuse, elle a tonné. J'ai tout entendu. Maman a fait un pas de plus. Tu ne comprends pas, Adèle te manipule depuis des années. Elle n'est pas celle que tu crois. Arrête. Un seul mot. Mamie a dit un seul mot et Véronique s'est figée au milieu de son geste. Je t'ai protégée toute ta vie. La poitrine de mamie se soulevait avec effort. J'ai excusé ta jalousie, ta cruauté. Je me disais que tu finirais par changer. Maman, mais essayer de faire du mal à mon Adèle. Mamie a fermé les yeux un instant. Quand ils se sont rouverts, ils étaient durs comme l'acier. Tu n'es plus ma fille. Véronique a laissé échapper un son, quelque chose entre un sanglot et un cri. Hélène s'est précipitée en avant. Mamie, s'il te plaît. Ce n'était pas. Nous ne voulions pas. Je t'ai tenue dans mes bras à ta naissance. Le regard de mamie s'est porté sur Hélène. Je pensais que tu avais la gentillesse de ton grand-père.
J'ai prié pour que tu ne deviennes pas comme ta mère. Une seule larme a roulé sur sa joue ridée. Je me suis trompée. Hélène a reculé, le visage décomposé. Mamie a tourné la tête. Elle m'a trouvée. Viens ici, mon cœur. J'ai marché jusqu'à son chevet sur des jambes tremblantes. J'ai pris sa main, chaude cette fois, vivante. Je suis désolée de n'avoir pas pu te protéger plus tôt, a-t-elle chuchoté. Mais maintenant, tu te protèges toi-même. Tu n'as pas besoin d'elle. Je sais, mamie. Promets-le-moi. Je le promets. Derrière moi, j'ai entendu la porte s'ouvrir puis se fermer. Véronique et Hélène étaient parties, mais leur dégât ne l'était pas encore. La pièce s'est vidée lentement après cela. Les tantes et les oncles sont partis deux par deux, murmurant des excuses en passant devant moi. Le cousin James m'a serré l'épaule. La cousine Michel m'a serré si fort que je ne pouvais plus respirer, mais de la bonne façon cette fois. Papa s'est attardé près de la porte. Adèle. Sa voix était petite. Défaite. Je suis désolée. Je l'ai regardé. Vraiment regardé pour la première fois depuis des années. L'homme qui ne m'avait jamais défendu, qui n'avait jamais pris la parole, qui ne m'avait jamais choisi face à la cruauté de sa femme. Je sais que tu le hais. J'aurais dû. Oui, tu aurais dû. Je ne l'ai pas dit avec colère, juste avec vérité. Mais tu ne l'as pas fait. Il a hoché la tête. Incapable de croiser mon regard. Je demande le divorce, a-t-il dit calmement. Quoi qu'elle ait fait, quoi qu'elles aient fait, je ne peux pas. Il s'est interrompu. C'est entre toi et elle. Il est parti sans un mot de plus. L'infirmière est revenue s'occuper de mamie. Elle a dit qu'elle avait besoin de repos. L'émotion avait été trop forte. Je me suis assise à côté de son lit, lui tenant la main, la regardant se rendormir. Mais ce sommeil était différent. Guérisseur, pas fuyant. Elle aura besoin de rééducation, m'a dit le médecin plus tard. Orthophonie, kinésithérapie. Ce sera un long chemin. Je serai là. Je vois ça. Il a souri. La première véritable gentillesse que je ressentais d'un étranger depuis des semaines. Elle a de la chance de vous avoir. De la chance. Drôle de mot. Je ne me sentais pas chanceuse. Je me sentais vidée, épuisée, comme si j'avais gravi une montagne pour en trouver une autre qui m'attendait. Mais aussi, et c'était nouveau, je me sentais libre. Plus besoin de prétendre, plus besoin de sourire face à la cruauté, plus besoin d'espérer qu'elle m'aimerait si j'essayais un peu plus. Elle m'avait montré exactement qui elles étaient. Et pour la première fois de ma vie, je les croyais. 2 semaines plus tard, les conséquences sont arrivées. La police m'a appelé un mardi. Mademoiselle Leroy, sur la base des preuves que vous avez fournies, des messages, du rapport d'expertise, des dossiers médicaux, nous engageons des poursuites contre Hélène Leroy pour mise en danger de la vie d'autrui avec intention de causer des dommages corporels. J'ai serré mon téléphone plus fort. Et ma mère, Véronique Leroy, est inculpée de complicité. Elle a aidé à planifier l'attaque et a tenté d'entraver l'intervention des secours. Une attaque ? C'est ce que c'était. Une attaque par ma propre famille. Que se passe-t-il maintenant ? Elles seront présentées au juge la semaine prochaine. Vu les preuves, le procureur est confiant pour obtenir des condamnations. Hélène risque de 1 à 5 ans de prison. Votre mère des charges similaires. Je l'ai remerciée, j'ai raccroché, et je suis restée assise en silence pendant un long moment. La nouvelle s'est propagée vite. L'entreprise d'Hélène, une agence de marketing prestigieuse en centre-ville, a vu l'histoire aux informations locales. Elle a été licenciée sous 48 heures. La raison officielle était un comportement indigne d'un représentant de l'entreprise. La vraie raison était que personne ne voulait d'une meurtrière en herbe gérant sa marque. Les amis du club de golf de Véronique ont arrêté d'appeler. Le conseil d'administration de l'association caritative où elle siégeait a discrètement retiré son nom. Les invitations se sont taries. Les déjeuners ont été annulés avec des excuses vagues. Et papa, le calme et passif Gérard, a déposé sa demande de divorce.
Il s'est installé dans un hôtel, puis un appartement, puis lentement, il a commencé à m'appeler. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-il dit lors d'un appel. Je sais que je t'ai laissé tomber. C'est vrai. Je veux juste que tu saches. Je le vois maintenant. Ce qu'elles ont fait, ce que j'ai laissé faire. Voir n'est pas la même chose qu'empêcher. Non. Sa voix a craqué. Ça ne l'est pas. Je n'ai pas dit que je lui pardonnais. Je n'étais pas sûre de le faire un jour, mais je n'ai pas raccroché non plus. Un progrès, je suppose. Lent et incertain comme tout le reste. La première fois que je suis entrée dans la maison de mamie en tant que propriétaire, j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, ni de colère. Quelque chose d'autre, du soulagement peut-être, ou de l'incrédulité. La maison du 47 rue des Érables était une belle demeure ancienne. Façade blanche, volets bleus, une véranda où mamie buvait son thé en regardant le coucher du soleil. J'y avais passé tous mes étés enfant, à l'époque où maman me tolérait, avant qu'Hélène ne devienne son enfant prodige et moi son fantôme. J'ai parcouru chaque pièce lentement. La cuisine sentait encore les sablés au citron. Le salon avait toujours le fauteuil de grand-père près de la fenêtre, intact depuis sa mort il y a 15 ans. À l'étage, dans la chambre de mamie, j'ai trouvé une boîte à chaussures dans le placard. À l'intérieur, chaque dessin que je lui avais fait, chaque poème que j'avais écrit, chaque carte d'anniversaire depuis mes 5 ans. Elle avait tout gardé. Je me suis assise sur son lit et j'ai sangloté jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Damien est passé ce soir-là. Nous parlions de plus en plus depuis l'hôpital. Il était devenu quelque chose que je n'attendais pas. Un ami, peut-être plus un jour, mais rien ne pressait. Qu'est-ce que ça fait ? A-t-il demandé. D'avoir un endroit à soi. J'ai regardé la véranda, la balancelle où mamie et moi avions passé d'innombrables heures. On dirait que j'appartiens enfin quelque part. Il a souri. Il n'a rien dit d'autre. Il n'en avait pas besoin. Plus tard cette nuit-là, j'ai accroché une photo sur le mur du salon. Mamie et moi à son 75e anniversaire. La seule photo où nous rions toutes les deux. J'ai tracé son visage du doigt. J'en prendrai soin, ai-je chuchoté. Je le promets. Dehors, le soleil se couchait sur la rue des Érables, une lumière dorée à travers les vieilles fenêtres, une odeur de bois, de souvenirs et de foyer. Pour la première fois en 25 ans, je n'étais pas une pensée après coup. J'étais exactement là où je devais être. Le message d'Hélène est arrivé un mois plus tard. Est-ce qu'on peut parler ? Je veux m'excuser, s'il te plaît. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Une partie de moi voulait l'ignorer, bloquer son numéro, prétendre qu'elle n'existait pas. Mais une autre partie, celle qui se souvenait d'avoir partagé le même ventre, partagé les mêmes anniversaires, partagé le même visage. Cette partie-là avait besoin de dire quelque chose. J'ai tapé soigneusement, édité 3 fois, puis j'ai envoyé. Hélène, je ne te hais pas. La haine demande une énergie que je ne veux pas gaspiller, mais je n'ai pas confiance en toi. Et je ne te veux pas dans ma vie. Ce n'est pas une vengeance. C'est une limite. S'il te plaît, respecte-la. Puis j'ai bloqué son numéro. Maman n'a jamais cherché à me joindre. Je pense qu'elle était trop fière. Ou peut-être que ses avocats lui ont dit de ne pas le faire. Quoi qu'il en soit, le silence était un cadeau. Papa appelait une fois par semaine. Nous parlions de choses sans importance. La météo, son nouvel appartement, comment mamie allait en rééducation. De petits pas vers quelque chose qui ne guérira peut-être jamais complètement. J'aurais dû me battre pour toi, a-t-il dit un soir. Chaque fois qu'elle te mettait de côté, j'aurais dû dire quelque chose. Oui, tu aurais dû. J'ai été un lâche. Tu l'as été, j'ai marqué une pause. Mais au moins tu es honnête maintenant. Mamie faisait des progrès. La parole revenait, tout comme son entêtement. Elle resterait au centre de rééducation encore quelques mois, mais les médecins étaient optimistes. Tu es plus forte qu'elles ne l'ont jamais cru, m'a-t-elle dit lors de ma dernière visite. Je l'ai toujours su. Je l'ai appris de toi. Elle a serré ma main. Je suis fière de toi, Adèle.
Pas pour la maison, pas pour l'argent, mais pour t'être tenue debout, pour avoir fixé des limites. Oui, a-t-elle souri. C'est la chose la plus difficile au monde. J'apprenais enfin comment faire. Je suis assise sur la véranda de la maison de mamie, ma maison maintenant, regardant le soleil descendre. Cela fait 3 mois depuis mon anniversaire. 3 mois depuis que j'ai failli mourir seule sur le sol de ma cuisine. 3 mois depuis que j'ai découvert de quoi ma famille était vraiment capable. Le procès d'Hélène est le mois prochain. Celui de maman la semaine d'après. Je devrais témoigner. Je n'ai pas hâte, mais je n'ai pas peur non plus. Mon anniversaire approche à nouveau, mes 26 ans cette fois. J'organise une fête, une petite. Damien sera là. Quelques amis de la médiathèque, tante Patricia et oncle Robert, qui sont devenus étonnamment présents. Et bien sûr, mamie, elle insiste pour venir. Avec son déambulateur s'il le faut. Tu ne pourras pas m'en empêcher, a-t-elle dit. J'ai déjà manqué trop de tes anniversaires. Il n'y aura pas 200 personnes. Il n'y aura pas de photographe professionnel ni de gâteau à 3 étages, mais tous ceux qui viendront auront vraiment envie d'être là. C'est ça la différence. Mon téléphone vibre. Le nom de Damien s'affiche. Et, je sais que c'est tôt, mais ça te dirait d'aller dîner bientôt, comme ami ou plus, comme tu te sentiras à l'aise. Je souris pour la première fois depuis longtemps. Ça ne fait pas mal. Je réponds, un dîner, ce serait parfait. Puis je pose mon téléphone et je regarde les dernières lueurs disparaître sur la rue des Érables. Voici ce que j'ai appris. La famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est qui est là quand vous êtes en train de mourir sur le sol de votre cuisine. C'est qui se bat pour vous quand vous ne pouvez plus vous battre pour vous-même. Et parfois, la meilleure des vengeances n'est pas la vengeance du tout. C'est de se construire une vie si belle qu'il devienne insignifiant. Je ne suis plus invisible. Je ne suis plus celle à qui on pense en dernier, la compliquée, le fantôme. Je m'appelle Adèle et je suis enfin chez moi. Cette histoire est un rappel puissant que les liens du sang ne garantissent pas toujours l'amour ou la loyauté. Il est terrifiant de voir jusqu'où la jalousie et la manipulation peuvent mener au sein d'une même famille, au point de mettre une vie en danger pour des intérêts matériels. Mais c'est aussi un magnifique témoignage de résilience et de la force de la vérité. Adèle a su transformer sa vulnérabilité en une force incroyable, prouvant que l'on peut se reconstruire et se créer sa propre famille, une famille choisie basée sur le respect et la bienveillance. Le personnage de la grand-mère Éléonore apporte cette touche d'espoir nécessaire en montrant que l'amour sincère finit toujours par triompher des ténèbres. Si vous avez aimé cette vidéo et que l'histoire d'Adèle vous a touché, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains récits de vie. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à partager ces témoignages inspirants. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec des membres toxiques de votre entourage pour vous protéger ou avez-vous déjà découvert un secret de famille qui a radicalement changé votre vision des choses? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires, je lis tout et j'ai hâte de discuter avec vous sur ce sujet complexe de la famille et des limites personnelles.